Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On va passer 2 heures ensemble à parler de la recyclabilité des emballages plastiques dans un contexte très animé autour des emballages et des plastiques. On a avec nous ce matin les membres du COTREP, c'est-à-dire les représentants de la filière plastique, parce que c'est ça le COTREP. On va en parler toute la matinée, mais c'est vraiment toute la chaîne de valeur qui est impliquée pour améliorer la recyclabilité des emballages. Et donc, on va passer ces 2 heures ensemble et je vais les animer tout au long de la matinée. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en live. On prendra au fur et à mesure les questions qui remontent le plus. Et puis, on a prévu un temps dédié aux questions à la fin de l'événement, juste un peu avant, vers 10h30, pour pouvoir en prendre un maximum et pas vous laisser sans réponse sur vos grandes interrogations. Donc, on est avec Valorplast, avec Ellipso, avec le SRP, avec Citeo. Et je voudrais dès maintenant passer la parole à Catherine Klein, la directrice de Valorplast, qui va nous présenter le COTREP et introduire cette matinée. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie que vous soyez si nombreux avec nous ce matin, puisqu'il y avait plus de 400 personnes inscrites pour partager ce matin sur les travaux du COTREP, les objectifs du COTREP, et puis accélérer la diffusion de toutes les connaissances qui ont été collectées par le COTREP depuis sa création. Le COTREP a été créé en effet il y a plus de 20 ans, parce qu'il y a plus de 20 ans, on se posait déjà la question de savoir quel pouvait être l'impact de l'innovation sur les filières de recyclage existantes. Et donc, le COTREP a été créé par Valorplast, Ellipso et Citeo à l'époque. Et donc, le SRP a rejoint le COTREP l'année dernière. Et ce sont ces 4 entités aujourd'hui qui travaillent ensemble pour accélérer la connaissance sur le recyclage des plastiques, de toute l'innovation qui peut être créée par vous, par tous les gens qui conçoivent de nouveaux emballages et connaître les conséquences de ces nouveaux emballages sur les filières de recyclage. Donc, il y a 20 ans, on a commencé par travailler sur les bouteilles et les flacons, puisque ce sont les premiers emballages plastiques qu'on demandait aux habitants de déposer dans les bacs jaunes. Donc, il y a tout un ensemble de connaissances qui est à votre disposition sur le site internet du COTREP. Et donc, si vous êtes un producteur de résine, un producteur d'additifs, de colle, etc., vous rentrez sur le site du COTREP via le canal de Valorplast. Si vous êtes un fabricant d'emballage ou que vous développez une solution d'emballage innovante, vous rentrez au niveau du COTREP par le biais d'Ellipso, qui rassemble les fabricants d'emballage rigides et souples. Si vous êtes un metteur sur le marché, vous rentrez au niveau du COTREP par le biais de Citeo. Et si vous travaillez dans le domaine de la régénération des plastiques, vous rentrez dans le COTREP par le biais du SRP. Et c'est ensemble qu'une équipe, un comité technique, travaille chaque semaine pour accélérer les connaissances de l'impact des nouvelles solutions d'emballage innovantes sur le recyclage. Et depuis 5 ans maintenant, se développe en France l'extension des consignes de tri à d'autres emballages que les bouteilles et les flacons. On demande aux habitants de mettre dans leur bac de tri des pots, des barquettes et des emballages souples. Et donc, je suis contente de vous annoncer, ça va vous être présenté plus avant dans la matinée, que le COTREP a travaillé avec le Centre technique industriel des plastiques et des composites pour mettre en place une ligne pilote sur le recyclage des emballages souples. Et donc, le COTREP produit maintenant aussi de la connaissance scientifique sur le recyclage des pots, des barquettes et des différents emballages souples. Donc, c'est toute cette somme de connaissances, tout ce travail qui est fait par le comité technique du COTREP et son comité de pilotage qu'on est là pour vous présenter ce matin, qu'on souhaite vous présenter ce matin. Cette connaissance, elle est très concrète puisque les mesures qui sont faites, ce sont vraiment des mesures qui sont faites réellement avec les emballages qui sont déposés dans les bacs de tri des habitants
Ces emballages arrivent dans un centre de tri, ces emballages ensuite arrivent dans les lignes de recyclage et toute la connaissance scientifique qui est collectée par le COTREP, elle est mise à la disposition de tous pour que vous compreniez les impacts sur le recyclage de toutes les solutions innovantes d'emballage que vous pouvez mettre sur le marché. Donc, ce qui anime vraiment le COTREP depuis 20 ans, c'est de vous apporter des contributions très concrètes. Et je suis très fière de l'intégration du sein des régénérateurs de plastique, donc qui est représenté par le SRP. Et je vais passer la parole à François Aublet, le président du SRP, pour qu'il puisse vous présenter son organisation et puis la contribution du SRP au sein des travaux du COTREP, à côté de nos autres organisations, Valorplast, Ellipso et Citeo. François, la parole est à toi. Merci Catherine. Merci Catherine. Écoutez, je peux vous présenter le SRP, je dirais assez rapidement. Donc le SRP a été créé en 1976. Évidemment, on a évolué depuis, puisque si vous pouvez passer à la slide suivante, puisque on a un petit problème de son avec François. Peut-être Marie-Claire, est-ce que tu peux, en attendant, si le micro de François ne se connecte pas, nous continuer la présentation sur le SRP? Oui. En te présentant avant, parce que les gens ne te connaissent pas encore. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie-Claire Magnier et j'ai rejoint le COTREP pour le SRP cette année, dans le comité technique. Donc, je vais essayer de présenter le SRP le temps que François puisse nous rejoindre. Le SRP est un syndicat qui existe depuis longtemps, depuis 1976, mais qui à l'époque comprenait 25 entreprises et ces entreprises produisaient à peu près 40 000 tonnes par an de MPR, donc des matières premières de recyclage, et ces adhérents traitaient majoritairement des chutes de production. Depuis, on va dire quelques années, ce syndicat a évolué et nous nous appelons maintenant le SRP. Donc, nous comptons 22 régénérateurs et 10 membres associés qui ont ensemble 39 sites de régénération. Nous produisons tous ensemble 435 000 tonnes par an de MPR et majoritairement des produits en fin de vie. Donc, c'est un vrai changement de la profession avec une industrialisation et une professionnalisation des activités de régénération. Nos activités permettent d'éviter plus de 700 000 tonnes par an de CO2 par l'utilisation de nos matières régénérées et nous sommes en train de travailler sur une marque de qualité NF qui devrait sortir en 2021. Nous produisons donc des MPR pour différents secteurs d'activité. Donc en majorité le secteur de l'emballage qui représente à peu près 40%, puis le secteur de la construction, l'automobile et puis d'autres secteurs tels que le secteur de l'électricité, l'électronique, l'agriculture, le sport et loisirs, donc différents autres secteurs utilisateurs. Donc l'emballage, c'est vraiment une grosse partie des activités des membres du NSRP puisque ça représente à peu près 40% des matières premières de recyclage que nous produisons. Nous représentons en France des unités qui gèrent une activité de régénération de matières plastiques. Donc, ce que nous appelons régénération, c'est un site industriel qui réalise au moins deux des opérations suivantes, donc lavage, broyage, densification, micronisation, granulation, compoundage. Donc, pour commercialiser des matières qui vont être directement utilisables par des transformateurs
pour produire de nouveaux articles. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site internet notre politique. Les ICV, donc les inventaires de cycle de vie que nous avons réalisés, et nos activités sont également productrices d'emplois, puisque 500 tonnes de déchets collectés par an correspondent à peu près 1 ETP dans nos unités de régénération. Donc, nous avons réalisé en 2016-2017 des inventaires de cycle de vie. Donc, c'était une première en Europe. Donc, nous avons collecté les données d'activité de l'ensemble de nos sites. Donc, pour avoir des données moyennées par type de MPR produite. Donc, nous avons réalisé des ICV et des écoprofils pour les 9 principales MPR produites en France. Vous pouvez trouver toutes ces données sur notre site internet, donc elles sont en accès libre. Et donc, nous sommes en train de travailler sur une certification de marque NF-MPR pour 2021 qui intégrera non seulement des éléments de qualité, mais aussi le volet environnemental qui est fourni par ces écoprofils et ces ICV. Merci Marie-Claire, merci d'avoir pris le relais face à la difficulté de connexion de François en live, c'est jamais facile. Donc moi maintenant j'aimerais vous présenter le sommaire, juste peut-être répondre à une question qu'on voit déjà dans le chat sur ce qui a été présenté par le SRP. Marie-Claire, tu me complètes s'il y a besoin, mais qu'est-ce que veut dire produit en fin de vie? On parle bien là, pas des chutes de production, pas des emballages qui peuvent être remplis en usine et vidés immédiatement dans la même usine pour faire des tests qualité par exemple. On regarde les emballages qui ont contenu un produit, le produit a été consommé et il nous reste un emballage vide avec des restes de produits à l'intérieur qu'on va essayer de recycler, que ce soit dans le monde industriel ou dans le monde ménager. Donc ce matin, on va aborder ensemble, Catherine l'a déjà pas mal annoncé, le recyclage des emballages plastiques, bien sûr, redire qui on est au COTREP, vous expliquer tout ce qu'on a fait cette année, tous les travaux qu'on a pu mener. Certains sont bien connus, ont fait un peu de bruit, d'autres peut-être un peu moins. Donc j'espère que ça vous offrira vraiment un tour d'horizon de tout ce qu'on a fait cette année et puis ouvrir des perspectives sur l'année prochaine, sur vers quoi on a envie d'aller, sur les tests par rapport à ce qu'on ressent dans l'actualité. Des choses encore à explorer, si ça se recycle ou si ça se recycle pas. Vous aider, vous, industriels, dans la conception de vos emballages pour que ça fonctionne tout simplement, au tri comme au recyclage, parce qu'il y a bien ces 2 étapes à passer. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais bien cette matinée sera disponible en replay. En tout cas, on l'enregistre et on verra des moyens de vous la diffuser pour ceux qui ne peuvent pas suivre toute la matinée. Donc, vous pourrez tout à fait revoir les présentations et revoir les slides qu'on présente ce matin. J'aimerais maintenant passer la parole à Benoît Ledreff. Benoît qui travaille chez Valorplast et qui est membre du COTREP, du comité technique du COTREP depuis maintenant quelques années, très impliqué, et qui va nous présenter le recyclage des plastiques, vers où on va, une introduction sur où on en est, où on va. Bonjour Vincent, bonjour à tous. En effet, en préambule de cette partie technique, nous allons faire un rappel pour certains et une introduction pour d'autres aux différentes phases de la fin de vie des emballages plastiques ménagers. Dans un premier temps, on va aborder la thématique du gisement. Donc, pour vous repositionner les grandes masses, aujourd'hui en France, nous mettons chaque année 4 millions de tonnes de plastique sur le marché. Sur ces 4 millions de tonnes de plastique, 50% sont des emballages en plastique. Et sur cette partie d'emballage, 50% sont les emballages ménagers en plastique qui vont dans notre poubelle jaune. On estime, avec les chiffres de 2018, que nous avons à peu près 1,2 million de tonnes d'emballages plastiques mis sur le marché. L'avantage de ce gisement, c'est que c'est un gisement qui est relativement homogène comparé à la diversité de plastique qui existe aujourd'hui au niveau mondial. Nous, pour les emballages plastiques, nous avons 5 résines, le PET, le PAHD, le PEBD, le PP et le PS, qui constituent 90% du gisement d'emballage plastique.
Là, pour la présentation, on l'a regroupé en 3 grandes familles, les bouteilles et flacons, qu'on trie dans la poubelle jaune depuis le démarrage de la collecte sélective au début des années 90. Puis les 2 catégories film et souple, pots et barquettes, qui sont triées désormais dans le cadre de l'extension des consignes de tri et qui correspond aujourd'hui à près de 50% de la population française. Sur la partie collecte, donc en effet, sur la partie collecte, nous sommes en capacité de collecter une partie de ces emballages de l'extension des consignes de tri, comme je vous l'ai dit, pour 50% des Français aujourd'hui. Et sur la seconde, et cette extension des consignes de tri va se prolonger pour atteindre 100% de la population d'ici fin 2022. Les filières de recyclage pour cette extension des consignes de tri qui sont envisagées d'ici 2025 sont les suivantes. Donc, on les a regroupées en 2 catégories. Visuellement, elles sont indiquées par les cases vertes qui sont les filières existantes et en consolidation. Donc, il s'agit des bouteilles de PET clair, donc les bouteilles d'Evian, les bouteilles de Volvic, les bouteilles de minéraux et de soda. Les bouteilles de PET colorées et opaques, donc plutôt les boissons gazeuses, plutôt les bouteilles de lait dans une partie, pour la partie opaque. Nous avons un flux de barquettes PET aujourd'hui indiquées sans opercule, qui sont plutôt aujourd'hui des barquettes qui sont monomatériaux. La partie rigide PE, donc là c'est pots et barquettes et bouteilles et flacons en PE, qui sont donc là principalement, ce sont là les bouteilles de lait, c'est également les lessiviels. La partie rigide PP, principalement des pots et barquettes, quelques flaconnages également pour les lessiviels, mais principalement des pots de beurre, des pots de glace, etc. Et la partie souple, souple PE en spécifique, pour tout ce qui est fardelage de bouteilles, tout ce qui est sac également. Dans les parties filières engagées pour le développement, nous avons une filière autre rigide PET avec opercule. Donc, on entend par là des barquettes donc avec opercule ou multicouche, principalement les barquettes de jambon, les barquettes de charcuterie, qui aujourd'hui peuvent être composées de différentes structures. Ça, c'est des barquettes qui vont rentrer dans les flux de tri de la collecte sélective à partir de 2021 pour faire des premiers essais. Les pots en PS, principalement les pots de yaourt, c'est un flux aujourd'hui qui est régénéré partiellement. Aujourd'hui, il faut développer encore les technologies de tri pour bien séparer ces emballages en PS et également développer des filières de recyclage et des débouchés suffisants pour cette matière. Et enfin, à un autre niveau encore, les souples en PP. Donc, les emballages souples en PP, c'est-à-dire les emballages de salade, les emballages de papier, de bonbons, des choses comme ça, qui sont aujourd'hui pas insérés dans le flux de souple, et des études sont en cours et ont été lancées cette année pour voir ce qu'on serait capable de faire sur ces flux également. Concernant les différentes étapes, nous avons les étapes de tri, pardon. Donc, quand les flux issus de la collecte sélective arrivent dans un centre de tri, nous avons différentes phases pour la séparation des emballages. La première, c'est une séparation dite balistique. On va trier par taille et par forme les emballages. On va séparer les corps, ce qu'on appelle plats, les papiers, les cartons, les emballages souples, des emballages qu'on appelle creux, donc qui sont les bouteilles, les pots, les barquettes, les canettes éventuellement. Ensuite, nous avons sur la partie emballage creux principalement, puisque c'est là-dessus qu'on va se concentrer, parce que les plastiques
globalement se comportent comme des emballages creux, hormis les souples. Nous avons une séparation tri-métaux, enlever les parties acier avec des overbands et les parties non ferreux, donc ferreux avec overband, non ferreux avec des courants de Foucault. La séparation en différentes résines, les différentes filières qu'on a vues dans la slide précédente sont faites principalement par du tri optique, donc du tri optique qui utilise la technologie proche infrarouge, qui va séparer en fonction de la matière et de la couleur des emballages. Puis nous avons pour la plupart des flux un contrôle manuel, puisque les machines ne sont pas encore efficaces à 100%. L'opérateur qui effectuait le tri initialement dans les précédentes versions des centres de tri est aujourd'hui un opérateur de contrôle qui permet d'affiner la qualité du flux avant une mise en balle, une compaction de la matière pour faciliter la partie logistique. Ces balles sont envoyées par la suite vers les unités de régénération, donc les adhérents du SRP en grande majorité. Les différentes étapes pour traiter ces balles de plastique sont les suivantes. Nous avons une première phase de délitage des balles, ouvrir et décompacter les différents emballages en plastique. Puis, différentes étapes qui vont amener à purifier à nouveau la matière, pour que vous ayez en tête les balles que l'on demande en sortie de centre de tri, on leur demande en termes de pureté objet des niveaux de pureté proches de 98%, alors que les régénérateurs, pour vendre à leurs clients qui vont utiliser cette matière dans leur procédé de plasturgie, cherchent de la matière stable avec des puretés qui se comptent plutôt en parties par million. Donc tout le travail du régénérateur va être de pouvoir justement avoir une matière stable avec le minimum d'impureté possible. Donc pour ça, il y a une opération à nouveau de surtri avec, comme dans les centres de tri, du tri optique, du tri des métaux. Nous avons une partie de broyage pour réduire la forme des emballages, pour pouvoir les laver. Une partie de flottaison qui permet de faire une séparation par densité en fonction des matériaux que l'on traite. Par exemple, pour les bouteilles d'eau en PET, on va récupérer la fraction coulante du PET. La fraction flottante étant majoritairement les bouchons en PE, PP, vont être amenés pour être régénérés sur une autre unité. Enfin, en fonction de la modernisation et des flux traités, nous pouvons aussi avoir des étapes de tri sur paillettes pour à nouveau purifier le flux, puis extruder la matière, éventuellement la décontaminer pour le retour à contact alimentaire dans le cadre du PET, et ensuite acheminer cette matière vers les transformateurs plastiques. Rapidement sur la partie débouchée. Donc, les principaux débouchés pour le PET sont les bouteilles, barquettes et fibres. Initialement, la fibre était vraiment un débouché qui a permis à la filière de se structurer. Désormais, avec la demande et également les modernisations des technologies, on va de plus en plus vers le retour contact alimentaire pour le PET. C'est quelque chose qui est vraiment très marqué sur cette année 2020 avec un gros switch vers le retour contact alimentaire. Sur le PEHD, les débouchés principaux vont vers le bâtiment. C'est plutôt vers les tubes, les tuyaux pour 60% d'entre eux. Mais on a également d'autres types d'applications comme les bacs de poubelle, les sièges auto. Concernant le PP, nous avons beaucoup de pièces injectées pour l'automobile, des pièces sous capot, mais également d'autres objets plutôt du quotidien comme des caisses, des pots de fleurs, etc. Sur la partie PEBD, les débouchés principaux sont vraiment le sac poubelle, plutôt pour les pays du nord de l'Europe, et pour les pays du sud de l'Europe, plutôt vers le tuyau d'irrigation. Sur la partie TPS, les débouchés qui sont en développement, c'est pour des pièces injectées aujourd'hui, pour des cintres, principalement. Et le COTREP dans tout ça. Donc le COTREP aujourd'hui, son objectif, c'est de travailler pour augmenter la part des recyclables. Donc par rapport au gisement que l'on a déjà évoqué par
au début de la présentation, aider vraiment les concepteurs d'emballage à produire des emballages recyclables sur les filières existantes et accompagner l'innovation pour pouvoir avoir une transition entre des innovations techniques, les fabricants, les metteurs en marché et les centres de tri, les régénérateurs, les transformateurs finaux. C'est vraiment créer un lien pour qu'on puisse avoir une transition, un accompagnement vers vers plus d'emballages recyclables. Merci Benoît pour cet éclairage. Je vais maintenant passer la parole à Oriane Broussard de Citeo qui va se présenter et qui va nous présenter également le COTREP, tout simplement le COTREP, ses activités et surtout comment le COTREP a été conçu pour aider les industriels. Donc comment on peut vous aider? Merci Vincent. Donc je me présente, je suis Oriane Broussard, je travaille donc chez Citeo au sein du comité technique au COTREP. Et je vais vous parler un petit peu recommandations. Donc, il n'est pas forcément facile aujourd'hui de s'y retrouver dans toutes les recommandations qu'on trouve pour éco-concevoir un emballage recyclable. Je vais vous montrer tout ce que le COTREP peut finalement vous apporter. Et il faut d'abord commencer par vous expliquer quel est notre champ d'action. Donc le COTREP, il se concentre sur les emballages plastiques ménagers. Donc tout ce que vous retrouvez comme information et connaissances sur le site du COTREP vraiment concerne uniquement les emballages plastiques ménagers, qui disposent aujourd'hui d'une filière de recyclage existante, mais également une filière qui sont en cours de construction, notamment les barquettes ou par exemple la filière PS, comme l'a présenté Benoît. Donc nos objectifs, c'est vraiment de favoriser l'insertion des emballages plastiques dans les filières de recyclage existantes ou à venir. Et pour ça, on a plusieurs leviers, plusieurs actions à vous donner. Par exemple, le premier axe sur lequel on travaille, c'est la rédaction de protocoles et la création de protocoles. C'est-à-dire que on va rentrer en concertation avec tous les acteurs de la filière et on va se mettre d'accord sur, lorsqu'on veut venir tester ou venir évaluer la recyclabilité d'un emballage, quelle méthode on va appliquer, quel protocole on va appliquer, quelle température on va vouloir mettre, par exemple, pour recomposer, est-ce qu'on va les laver, dans quelles conditions. C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser et on va se mettre d'accord sur les conditions de test à réaliser, qui fait que lorsqu'on a un résultat qui va être obtenu en suivant ces protocoles-là, on ne remet pas en question finalement la méthode qui a été utilisée. Donc ça, c'est vraiment notre premier axe, c'est-à-dire qu'on commence par ça. Et ensuite, on va réaliser du coup les tests qui ont été utilisés, en utilisant les protocoles qu'on a mis en place. Et on va comme ça produire de la connaissance qui va être ensuite diffusée sous la forme soit de publications et de guides, soit sous forme d'avis qui sont tout en accès libre. Donc ça, c'est des choses que vous retrouverez de toute manière sur notre site internet. Tout ce qu'on fait est à destination finalement de tous. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans ces différents documents. Donc si on regarde un petit peu les protocoles de test, donc, on a plusieurs protocoles qui sont disponibles déjà sur notre site internet, notamment le protocole qui permet d'évaluer si un emballage sombre est triable ou pas. Donc, ce protocole, il a eu quand même un gros succès cette année. On va vous en parler un peu plus dans la matinée. On a également un protocole qui nous permet d'évaluer si des emballages rigides en PET peuvent être recyclés, donc ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est l'étape de régénération. On a aussi la régénération des rigides PEHD et assez nouveau, du coup, le protocole pour tester la régénération des souples PE et des rigides PP. Donc tous ces protocoles, ils sont disponibles sur notre site internet. On a encore quelques protocoles qui ne le sont pas complètement diffusés aujourd'hui, puisqu'il est encore en cours de validation. Donc vous étonnez pas si vous ne les trouvez pas aujourd'hui à date, mais ça va arriver prochainement.
Donc, ces protocoles-là, ils sont réalisés par des laboratoires indépendants. Il faut avoir en tête que le COTREP, il n'est pas en mesure de réaliser lui-même les protocoles, puisqu'on obtient, en fait, on n'a pas de machine, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de le faire. Donc, on est obligé de passer par des laboratoires extérieurs et avec qui on travaille. Donc, l'idée, c'est qu'on leur donne le protocole et eux l'appliquent avec, en fait, en partenariat, en concertation avec le COTREP. Il faut avoir en tête que notre objectif, il est vraiment de reproduire les conditions de recyclage en conditions industrielles, c'est-à-dire qu'on a fait le pari, le choix de ne pas refaire des tests à l'échelle laboratoire en termes de régénération notamment. Et c'est vraiment à l'échelle pilote qu'on se positionne. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier si un nouvel emballage ou une innovation packaging a un impact sur les étapes de recyclage aujourd'hui existantes. Alors, si on regarde un peu plus les avis que produit le COTREP, alors on a aujourd'hui 53 avis qu'on appelle, nous, généraux, c'est-à-dire qu'ils vont donner des recommandations qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être spécifiques pour un type d'emballage, une marque ou un fabricant d'emballage. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent donner une visibilité à tous. Donc aujourd'hui, on en compte 53. Et si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce que ces 53 avis couvrent? Donc on a une base de connaissances qui est organisée en 5 thèmes. Et on va avoir le corps et les additifs, on va avoir les étiquettes, les systèmes de fermeture, la colle, l'encre. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas uniquement s'intéresser à la résine principale, parce qu'on parle beaucoup de résine, de PET, de PE, de PP, mais le COTREP ne s'arrête pas uniquement à ça, c'est-à-dire qu'ils vont évaluer la recyclabilité d'un emballage avec ses éléments associés. Et ça, c'est quelque chose que on creuse chaque jour de plus en plus. Notamment, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur les colles. Et c'est des choses qu'on est en train de continuer à produire. Et on a également aussi aujourd'hui 43 avis sur les colorants sombres. Et ça, c'est un gros succès aussi pour cette année, puisque on a mis à disposition ce protocole de tri sur les emballages sombres, et vous avez été capable de vous en saisir et de l'utiliser pour pouvoir tester vos emballages. Alors maintenant, où trouver cette information? Donc on a tout ce qu'on produit est aussi disponible sous forme de guide. Donc on a un guide barquette qui va aussi être mis à jour très prochainement. On a un guide de recyclabilité et des fiches matériaux. L'idée, c'est vraiment d'arriver à vous donner l'information de façon la plus claire possible. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des incompréhensions, des choses sur toutes ces productions de documents, parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit au plus clair pour vous. Et tout ça, c'est disponible sur notre site internet. La grande nouveauté qu'il va avoir aussi en 2021, c'est que nos recommandations d'éco-conception, elles vont évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une recommandation binaire, c'est-à-dire que c'est vert, ça passe, et c'est rouge, ça passe pas. Et on se rend compte que la recyclabilité, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. On n'est pas capable des fois de statuer en vert, rouge. Et donc l'idée, c'est de donner un petit peu plus de nuance à notre évaluation et de passer d'une échelle de 2 couleurs finalement à 4 couleurs. Donc là, en gros, on a une compatibilité totale, idéale. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a envie de tendre, mais des fois, c'est pas toujours possible. C'est pour ça qu'on va avoir une évaluation sur la compatibilité partielle, voire tolérée. Une compatibilité limitée à éviter, par exemple, pour des éléments où on sait que c'est un petit peu problématique sur la qualité du recyclé. Par contre, on n'a pas forcément d'alternative à date. Donc, l'idée, c'est de le limiter au maximum et en même temps, on peut éventuellement travailler sur des alternatives pour le futur. Et enfin, d'autres éléments qui aujourd'hui sont connus pour être non compatibles ou perturbateurs. Et là,
on les met à ce niveau-là. Donc tout ça, ça va être disponible sur notre site, comme je vous le disais, là, vous avez l'adresse, et ces recommandations seront disponibles à partir de janvier. Le COTREF, c'est aussi une équipe qui est disponible par mail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est aussi là pour vous aider si vous avez des questions spécifiques sur vos emballages. Donc là, en fonction, pareil, de votre profil, eh bien, vous avez un interlocuteur qui est à privilégier. Donc, n'hésitez pas, on est là. Je vais maintenant passer la parole notamment à Marie-Claire, l'USRP, qui va continuer à vous présenter notre action, un plan d'action pour cette année. Je te laisse la parole, Marie-Claire. Oui, rebonjour à tous. Merci Oriane. Donc Marie-Claire Magnier. Donc je représente l'ESRP au niveau du comité technique du COTREP cette année. Donc nous avons rejoint avec grand plaisir. Donc au niveau du COTREP, nous travaillons, comme vous l'a dit Benoît, sur différents types de matériaux, c'est-à-dire sur l'ensemble des emballages plastiques qui disposent aujourd'hui d'une filière de recyclage ou pour lesquels la filière de recyclage est en cours de consolidation. Donc ça veut dire que nous travaillons sur des bouteilles et flacons en PET clair, en PET coloré, également les bouteilles et flacons en PP et en PEHD. Concernant les films et souples, donc nous travaillons sur les films et souples en PE. Et enfin, sur les pots et barquettes, nous sommes amenés à travailler sur des pots et barquettes en PET, monocouche, multicouche, les pots et barquettes en PE et PP, et également des pots et barquettes en PS. Donc cette année, nous avons travaillé sur les bouteilles et flacons, donc principalement sur deux thématiques. Donc la première, c'est la thématique des manchons sur les bouteilles et flacons en PET et PEHD. Donc nous avons réalisé un certain nombre de tests de tri sur différents types de manchons et différents types de bouteilles pour voir comment ces bouteilles avec manchons étaient reconnues par les machines de tri et vers quel flux de recyclage les machines de tri les orientaient. Donc cela nous permet également d'identifier des travaux R&D qui sont à mener pour trouver des solutions. Donc ces essais se poursuivent encore en cette fin d'année et nous espérons sortir un avis en début d'année prochaine qui regroupera les résultats de l'ensemble des essais que nous avons réalisés cette année. Nous avons également travaillé cette année sur un nouveau type d'emballage qui sont des générateurs d'aérosols en PET. Nous avons également effectué des essais en centre de tri et sur différentes unités de régénération pour évaluer le comportement et l'impact de ces aérosols sur la qualité des matières premières de recyclage, des MPR. Donc, nous devrions sortir un avis également en début d'année prochaine après avoir consolidé l'ensemble des résultats que nous avons obtenus. Un autre type d'emballage innovant qui sont des gourdes en PE et PP, donc des tests qui ont été réalisés cette année. Donc ces gourdes en PE ou PP sont constituées d'environ 50% de matière rigide et 50% de matière souple. Donc ce qui est une originalité de ce type d'emballage par rapport à beaucoup d'autres types d'emballages qui sont mis sur le marché. Donc nous avons d'abord effectué des essais en centre de tri pour évaluer le comportement de ces gourdes. Donc ce que nous avons vu, c'est que ces gourdes ont un comportement qui est pour partie rigide, pour partie souple, dans la mesure où une partie du flux est dirigée vers le flux de PE, PP rigide, et une partie du flux est dirigée vers les filières PE souple, sachant qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore de filière PP souple. Nous avons ensuite, dans une seconde étape, fait des tests de régénération sur des unités industrielles qui régénèrent du PE et du PP rigide pour évaluer cette fois-ci le comportement en centre de régénération.
Donc, ce que nous avons vu lors de ces essais, c'est que la partie rigide était recyclée, donc en mélange avec les autres emballages, et nous obtenions des caractéristiques similaires à ce que nous obtenons d'habitude dans la régénération du PE ou du PP rigide. Donc, ces gourdes, effectivement, n'ont pas d'impact sur la qualité et sur le process. En revanche, la partie souple est en partie éliminée. Concernant ce qui part dans les filières de PE souple en sortie de centre de tri, nous pensons que ces gourdes devraient être recyclées sans problématique, mais nous n'avons pas effectué de tests en unité industrielle cette année sur cette filière. Concernant les pots et barquettes, nous avons travaillé sur 3 thématiques. Donc d'abord, comme vous l'a dit Oriane, nous avons beaucoup travaillé sur des nouveaux colorants sombres, donc qui permettraient de trier des emballages. Donc historiquement, les emballages sombres ne sont pas détectés par les machines de tri, donc ce qui ne permet pas de les orienter vers les flux de recyclage. Donc les fabricants de colorants et les fabricants d'emballage ont travaillé sur un certain nombre d'innovations pour permettre d'orienter vers des filières de recyclage les emballages noirs et sombres, marrons de façon générale. Donc, sur la base du protocole qui a été rédigé par le COTREP, un certain nombre de colorants et d'emballages ont été testés. Donc, nous avons publié depuis fin 2019 une quarantaine d'avis, donc qui concernent des emballages en PET, PP, PE, PS, donc l'ensemble des emballages et différents types de colorants également. En définissant les conditions d'utilisation de ces colorants pour avoir une détectabilité par les machines de tri. Nous avons également travaillé sur des pots en copolyester, PET copolyester, pour le remplissage à chaud. Donc, nous avons effectué des tests de régénération sur ces pots en copolyester. Et là, malheureusement, nous avons vu que les conditions de séchage utilisées dans nos unités de régénération n'étaient pas compatibles avec la composition de ces pots en copolyester. Nous constations des désordres. Donc, nous avons malheureusement conclu un avis négatif sur ces pots en copolyester. Et enfin, en cette fin d'année, nous avons travaillé sur des barquettes PET avec un opercule PET transparent non imprimé. Donc, nous avons réalisé des essais sur cette fin d'année. Les résultats sont actuellement en cours d'analyse de façon à pouvoir publier un avis en début d'année prochaine. Et enfin, donc sur les films et souples, comme vous l'a dit Oriane, donc une ligne de test de recyclage des emballages souples a été développée en partenariat avec IPC et va vous être présentée tout à l'heure. Donc cette ligne de test est opérationnelle maintenant et donc va pouvoir permettre de tester la recyclabilité d'un certain nombre d'emballages souples. Donc en parallèle, au niveau du COTREP, nous avons rédigé un protocole pour tester la recyclabilité de ces emballages. Donc un protocole qui comprend à la fois une description de tests de régénération à mener sur cette ligne pour voir comment ces emballages souples se comportent au cours des différentes étapes des process de régénération. Et ensuite, une évaluation des propriétés des MPR obtenues à l'issue de cette régénération et une évaluation également du comportement de ces matières intégrant les nouveaux emballages quand on veut réutiliser la MPR, en particulier pour faire des films. Donc, une évaluation du comportement et de la processabilité de ces nouveaux emballages. Donc voilà pour les travaux que nous avons réalisés en 2020. Eh ben, merci à toutes les deux. Et on va passer maintenant la parole à Gilles Dendler de IPC qui va nous présenter l'état d'avancement de la ligne. De la ligne, on est en partenariat, Gilles, pour construire cette ligne, pour pouvoir aller faire des tests sur les emballages souples, creuser ces questions de barrières, de bouchons, d'étiquettes collées dessus. Donc, je te laisse la parole pour nous présenter où on en est de ce beau projet.
Bien, merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Donc mon nom est Gilles Denler. Donc moi je suis directeur de la recherche au CTI IPC, donc le Centre technique industriel de la plasturgie. Et je suis absolument ravi d'être là avec vous pour partager nos récentes évolutions sur la ligne. Et je tenais à remercier nos amis du COTREP pour l'invitation à participer à l'événement et partager avec vous donc le travail que nous effectuons avec le COTREP. Donc très rapidement avant de continuer, j'aimerais juste vous présenter notre centre technique industriel pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. Donc, le centre technique industriel de la plasturgie et des composites. Attendez, voilà. Donc, nous avons 3 activités principales. Donc, comme tous les centres techniques industriels, nous dépendons de la DGE, de la Direction générale des entreprises, donc du ministère de l'économie. Et nous avons, vous voyez, à peu près 135 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros. Donc, nous avons 3 activités. Une première activité qui lui travaille de R&D pour nos bénéficiaires. Donc, ce qu'on appelle les bénéficiaires du centre technique industriel, c'est les gens qui payent une TFA, une taxe fiscale affectée. Il y en a environ 2000 en France. Et avec cette somme de TFA, nous réalisons des travaux de R&D qui sont là pour optimiser la compétitivité des industriels français de la plasturgie par rapport à la notion d'innovation. On réalise également de la prestation et enfin, on fait de la recherche. Donc, nous, on va beaucoup chercher l'argent au niveau des guichets européens. Vous voyez, l'ensemble des subventions de recherche que l'on obtient des différents guichets représente environ 35% du chiffre d'affaires. Donc, en ces termes-là, par rapport à nos activités, je voulais aussi préciser que nous avons 3 axes principaux d'activité. Le premier axe est l'axe économie circulaire, comme vous le voyez ici. Le deuxième axe est l'axe industrie du futur. Donc là, typiquement, c'est de la captation de données et d'exploitation de données qu'on va aller récupérer soit sur les systèmes de production, soit sur les produits, mais on ne va pas évidemment en parler aujourd'hui. Le troisième, c'est les produits à haute valeur ajoutée, parce que la plasturgie française va trouver son salut par l'innovation essentiellement sur les produits à haute valeur ajoutée, mais j'aimerais surtout évidemment préciser aujourd'hui nos activités sur l'économie circulaire. Donc actuellement, dans notre plan général de recherche, nous avons 4 mots-clés qui sont, je pense, inscrites dans la dynamique de la discussion de ce matin. Le premier, c'est l'éco-conception. Donc, on en a beaucoup entendu parler ce matin et vous en entendrez encore beaucoup parler. L'objectif est évidemment de concevoir des emballages ou des produits qui sont les plus facilement recyclables, puisqu'on a tous vu dans la presse que les plasturgies sont de plus en plus demandées à intégrer de la matière recyclée, et plus l'éco-conception sera mieux faite, plus les flux de matière recyclée seront de meilleure qualité et pourront être réutilisés par la plasturgie. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure avec nos collègues du SRP. Ensuite, la notion de recyclage, elle est fondamentale. Donc, on travaille évidemment là-dessus, et c'est là-dessus que je voudrais élaborer tout à l'heure. Les bioplastiques, grand sujet, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, et la notion d'innocuité, évidemment, puisque tout en faisant de l'innovation, il faut qu'on assure quand même la sécurité du consommateur, chose qui est primordiale, évidemment, notamment dans l'emballage alimentaire. Donc, j'en arrive à la collaboration que l'on a actuellement avec le COTREP. Donc, nous, on est absolument ravis de cette collaboration qui a commencé en 2018, si mes souvenirs sont bons, où les membres du COTREP sont venus nous voir et nous ont dit, écoutez, nous, on a des problématiques de tests de recyclabilité, c'est-à-dire que les metteurs sur marché viennent avec de l'innovation dans leurs emballages et il nous est utile à nous d'estimer la recyclabilité de ces emballages ou du moins la non-perturbation des flux classiques de recyclage par ces nouveaux emballages. Donc, ils nous ont demandé s'il était possible d'élaborer une ligne pilote qui irait simuler les process à petite échelle, évidemment, simuler les process qui sont utilisés par nos collègues du SRP, d'où l'importance d'avoir le SRP dans le COTREP qui puisse clairement donner des indications sur les process industriels utilisés dans le recyclage. Donc, l'objectif de cette ligne étant, donc, comme je disais, de simuler les process et donc de pouvoir voir, comme vous le voyez ici sur le slide, en haut à gauche, vous voyez, on va prendre un flux standard ou un flux référence de matière et on va venir le perturber avec l'innovation, donc le nouvel emballage. Et on va ensuite faire passer l'ensemble de ce mélange à travers les différentes étapes clés d'un process de recyclage standard. Donc, une fois de plus, je tiens à insister que
sur le fait que notre ligne a pour objectif d'être représentatif des procédés de recyclage industriel qui sont appliqués, notamment chez les recycleurs du SRP. Ce que nous a demandé également le COTREP, et ce qui est, je pense, tout à fait fondamental, c'est de ne pas seulement aller jusqu'au granulé plastique, mais bien montrer que le granulé puisse être utilisé ensuite pour la facture de nouveaux produits. Donc là, typiquement en bleu, vous voyez qu'on va aller jusqu'à de la facture soit d'un nouvel emballage plastique, donc on va faire de l'extrusion soufflage, c'est-à-dire qu'on va refaire des films, ou éventuellement, dans le cadre de cette ligne qui est exclusivement dédiée pour l'instant au film polyolefine souple, on nous a demandé de regarder si on pouvait faire du tube, puisque le tube est quand même un exutoire non négligeable du PEBD qui est issu du recyclage d'emballage alimentaire. Alors, ces protocoles qui sont actuellement en élaboration par le COTREP sont basés sur des quantités qui doivent être représentatives, là aussi, du monde industriel. Donc, on se met clairement en porte-à-faux par rapport à certains organismes étrangers qui travaillent sur des toutes petites quantités, sur la dizaine ou la vingtaine de grammes. Le COTREP nous a demandé de tout caler sur des tailles de batch, vous voyez, qui sont largement au-delà du 10 kg. Donc, c'est minimum 20 kg typiquement sur les tests que l'on réalise, une fois de plus, pour être représentatif du monde industriel. Alors, pour ce faire, depuis 2018, on a commencé à investir sur des nouveaux équipements, puisque lorsque COTREP est venu nous voir, on n'était pas encore équipé sur l'ensemble des machines nécessaires. Donc, je vous fais juste un petit snapshot ici des différents équipements qui ont été acquis en 2020. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée ici, c'était notamment avoir un broyeur, une ligne de lavage et un bain de flottaison qui soit, comme vous le voyez, représentatif, une fois de plus, du monde industriel, donc sur des tailles qui sont significatives. Donc, pour l'instant, on a réalisé un total d'investissement d'environ 200 kg et je tenais à cet égard aussi à remercier la région Aura, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes en finance une partie à travers une plateforme qui s'appelle la plateforme 1030, qui est donc une plateforme de mise à disposition d'équipements pour les industriels de la profession. Donc, voilà, j'en ai fini. Je voudrais aussi indiquer très rapidement que ce n'est que le début de ces travaux-là. Avec le COTREP, on pense bien continuer à évaluer la recyclabilité d'autres types d'emballages. Nous avons à cet égard déjà prévu d'autres investissements lourds sur la plateforme qu'on avait appelée la Cité du recyclage sur le site d'Oyonnax, donc d'IPC Oyonnax, dans la Plastic Valley. Eh bien, merci Gilles. Merci à vous. Je vais garder la parole simplement pour présenter la feuille de route l'année prochaine. Il y avait pas mal de questions, notamment sur la présentation de Gilles. Qu'est-ce qu'on veut faire sur cette ligne souple? Donc, on va pouvoir présenter un petit peu vers où on s'oriente l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille du coup depuis 2001 au COTREP à produire de la connaissance, à faire des tests nous-mêmes, à les porter, à publier ces résultats au plus largement possible. Et on a encore des questions sur les bouteilles, par exemple, alors qu'on les étudie depuis 2001. Et ça témoigne quoi? Ça témoigne de la capacité d'innovation. Ça, c'est très important. On n'est pas là pour freiner l'innovation. On est là pour continuer de l'accompagner au fur et à mesure. Un des bons exemples, ça a été le PET opaque. Ça a été compliqué. C'est pas que le COTREP qui a trouvé des solutions, mais ça a été un travail collectif au sein de la filière plastique avec l'aide du COTREP. Et ça permet aujourd'hui d'avoir une filière émergente de recyclage. Donc, l'année prochaine, quelles sont nos grandes thématiques? Si on reste sur les souples, on a annoncé que nos tests en 2020 sur la ligne IPC seraient sur le VOH et sur la présence de PP dans le flux PE. Ça, c'est ce qu'on avait annoncé l'année dernière. Donc, vous avez vu, on a eu un décalage dû au Covid sur le montage de la ligne et la mise en route. Donc là, les tests VOH ont démarré. Et on va enchaîner très vite sur les tests PP pour pouvoir rendre des conclusions sur le premier trimestre, on espère, au moins le premier semestre, sur ces deux questions qu'on avait prévues pour 2020. Et on compte enchaîner tout de suite derrière avec des questions liées aux barrières, sur lesquelles il y a déjà des recommandations COTREP qui sont basées sur des retours d'expérience des régénérateurs et de la documentation, tout ce qu'on peut lire comme travail scientifique et comme retour d'expérience, et notamment à l'ox, siox, métallisation et le nylon. Le nylon qui aujourd'hui est encore très présent, n'est pas détectable au tri optique, ça c'est important de le savoir, on n'arrive pas à le voir.
Et aujourd'hui, on voit qu'en tout cas, il y a des emballages qui contiennent du nylon qui viennent impacter la qualité du recyclé en faisant des gels, mais ça mérite d'être creusé. Ça mérite d'être creusé d'un point de vue scientifique maintenant qu'on a une ligne pour tester ça. Sur les barquettes, on va regarder deux choses. Pour les barquettes PET d'abord, on va publier l'avis sur les opercules en PET sur barquettes PET. Donc les tests sont finis, on est en train de rédiger l'avis. Et l'année prochaine, on va aller creuser un petit peu les différents grades de barquettes qu'on peut aller trouver sur le marché aujourd'hui. Ces grades de barquettes PET avec des gags, PETG, APET, PETG, avec du CPET, pour pouvoir vraiment donner une vision de différents types de grades et comment on imagine le futur de ce recyclage barquette à barquette suivant ces grades. S'il y en a qui posent des questions plus que d'autres. L'autre gros sujet sur les barquettes, alors il est commun aux bouteilles également, c'est qu'on va essayer de vous aider à identifier les cols lavables. Donc, on va essayer de faire un protocole de test basé sur les procédures de lavage qu'on trouve chez nos régénérateurs de PE et de PP, avec des températures de l'eau, avec des présences de détergents qui viennent du déchet. Comment on arrive à le reproduire en laboratoire pour pouvoir derrière, vous, aller tester les cols qui vont bien, qui se lavent et qui permettent de séparer les étiquettes, notamment papier, ou les étiquettes PP qui peuvent encore être collées, les séparer pour pouvoir avoir un meilleur recyclage de l'emballage qui est en dessous. Or, c'est un travail qui démarre et on pense que c'est important de pouvoir gérer cette question d'école. Puis, troisième sujet qui est vraiment très riche sur les barquettes et les pots, les emballages rigides en général, c'est tout ce qui est sombre. Donc, on ne lâche pas l'affaire. On va continuer de faire des essais avec les industriels. Vous avez été très nombreux à participer cette année. C'est très bien. Ça ouvre des portes. Ce qu'on essaye de faire là, c'est à la fois continuer les essais et d'améliorer le protocole. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont... Si on veut continuer comme ça à faire des tests, on est parti pour en faire pendant très longtemps. Donc, est-ce qu'on ne peut pas simplifier le protocole, faire presque une pré-étude qui nous permet de dire tout de suite non ou ça mérite de tester. Ça évitera tout de suite un certain nombre de tests. Sur les manchons, mise à jour des recommandations. Donc, il y avait une question tout à l'heure à quand est-ce que les avis manchons mis à jour sont publiés. Donc, juste pour rappel, le COTREP a déjà publié des avis sur les manchons. Il y a déjà beaucoup de choses disponibles. On avait même fait une matinée sur le sujet. Aujourd'hui, qui était principalement, notre connaissance était tournée sur le PET, mais il y a déjà des avis sur les emballages en PEHD. Donc là, on a repassé tous les manchons qu'on a trouvés, possibles et inimaginables, au tri pour voir ce qui se passait concrètement. Donc, on va mettre à jour nos recommandations. Et là, il y a un petit nouveau qui émerge, qui est le PET Cristal. PET Cristal sur PET, qui a déjà reçu des avis, notamment aux États-Unis, qui est en discussion au niveau européen. Mais il manque un test. Il manque un test fondamental pour se faire un avis sur ce manchon. C'est s'il arrive chez un recycleur de PET coloré, parce que le tri nous l'orienterait plutôt vers le PET coloré, est-ce qu'on est capable de produire de la fibre à partir de cette bouteille avec ce manchon? Ou est-ce que ce manchon perturbe le process ou le recyclage et la qualité du recyclé? Donc ça, c'est un test qu'on aimerait bien mener l'année prochaine. On va passer maintenant à la phase des questions-réponses avec tous les intervenants que vous avez vus ce matin. Ça va permettre d'aborder un grand nombre de questions qu'on a reçues. Et avant ça, je vais passer la parole à Emmanuel Guichard, qui va nous conclure cette première partie de la matinée avant les questions et nous ouvrir la porte pour qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup, Vincent. Donc, je me nomme Emmanuel Guichard, je suis délégué général d'Ellipso. Ellipso, c'est l'association professionnelle qui représente les producteurs d'emballages plastiques rigides et souples en France. Peut-être quelques mots un peu généraux en rapport avec des questions qu'il y a sur le chat. Aujourd'hui, nous sommes sur une matinée autour du recyclage et de la recyclabilité des emballages plastiques. Bien évidemment, l'empreinte environnementale d'un produit emballé, elle ne s'arrête pas qu'à la recyclabilité. On a eu un certain nombre de remarques dans le chat. Et donc, par exemple, des sujets, si je ne veux pas parler du compostable ou de sujets comme ça, les sujets, par exemple, d'incorporation de plastique recyclé ont un impact très positif sur le produit emballé, et ce n'est pas ça ne fait pas partie du travail que mène le COTREP.
Deuxième point, Ellipsion représente des entreprises françaises, le SRP représente des entreprises françaises, IPC un institut technique français, Citeo est un éco-organisme français et Valorplast est aussi une entreprise française. Donc c'est vrai que nous travaillons aussi, bien sûr en connexion avec le cadre européen, mais pour développer un cadre français face aux spécificités françaises. Ça peut être bien évidemment source de complexité pour les entreprises qui opèrent sur le marché européen, et la plupart vous fonctionnez sur le marché européen, mais on est dans une période de transition. Et la volonté du COTREP, c'est de faire en sorte que, effectivement, la spécificité du tissu français soit prise en question, sont prises en compte dans les futurs débats européens. Donc, quelque part, nous assumons tous le fait que nous adressons prioritairement au marché français et à ses spécificités. Le triptyque dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un triptyque médiatique qui est le mot, quand on met le mot plastique, quand on met le mot emballage, quand on met le mot recyclage, eh bien évidemment, on a beaucoup d'activités médiatiques et on en a tous conscience, et c'est qu'effectivement, ça ne simplifie pas notre tâche à tous sur ces sujets-là. Et donc, le point qui est important pour vous de retenir aujourd'hui, c'est le mot connaissance. Connaissance, c'est le premier mot du COTREP. Connaissance. Pourquoi? Puisque l'objectif du COTREP, c'est de faire progresser à tous les acteurs de la chaîne de la filière emballage plastique, de faire progresser la connaissance sur la recyclabilité des emballages. Ça, c'est le C de COTREP. Par contre, il y a le T dans COTREP. Et ça, ce qui est très important, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est une phrase qu'on a déjà dit l'an dernier quand on a fait ce webinaire qui forcément était plus limité puisqu'il se déroulait dans la salle de réunion de l'ANIA et forcément les places étaient plus limitées. C'est que le T de COTREP, ce n'est pas un T de tribunal, c'est un T de technique. Et ça, c'est très important puisque souvent la clé d'entrée des metteurs en marché, des entreprises, c'est de rentrer au COTREP pour dire est-ce que mon emballage est recyclable ou pas? Et en fait, il ne faut pas venir au COTREP pour se dire est-ce que mon emballage est recyclable ou pas. Et vous voyez d'ailleurs que même les recommandations de COTREP sont en train d'évoluer de vert à rouge à vert orange-rouge, puisque la question est complexe. Il faut venir au COTREP pour se dire je crée des emballages, je mets des produits emballés sur le marché. Comment est-ce que ces emballages vont s'insérer dans la chaîne de collecte, tri, recyclage des emballages ménagers en France? C'est ça le point central des COTREP. C'est quelque chose de très compliqué. C'est pour ça qu'il y a tous ces avis, c'est pour ça qu'il y a une masse de connaissances importantes. Et le but du COTREP, c'est de vous apporter cette connaissance pour que vous puissiez progresser dans la conception de vos emballages et dans la compréhension de cette chaîne très longue, qui est la chaîne que nous représentons tous au COTREP, du recyclage des emballages plastiques en France. Donc voilà, retenez bien que ce n'est pas un T de tribunal, mais un T de technique. Et le C du COTREP, c'est pour la connaissance. Voilà Vincent, je te repasse la parole. Mais maintenant, passer la parole aux conclusions, on va reprendre François Oblet du SRP qui a retrouvé une connexion meilleure, et puis ensuite Valentin Fournel de Citeo pour conclure la matinée. Merci Vincent. Désolé, j'ai perdu la connexion et j'ai pas pu bien vous présenter notre syndicat, mais je sais que Marie-Claire a fait très bien ce travail. Moi, je voudrais remercier un peu toutes les personnes, je dirais, qui travaillent au COTREP parce que c'est un beau travail, on voit ce qui est fait, c'est sérieux et on est très ravis de participer, je dirais, avec toutes nos usines, on est très ravis de participer au COTREP, faire les tests grandeur nature quand c'est nécessaire et puis apporter notre compétence de régénérateur et pouvoir rentrer justement dans ce cercle un petit peu de réflexion. Donc, je dirais qu'on débute depuis 1 an et demi, 2 ans avec le COTREP et on est agréablement surpris sur la qualité des échanges et du travail mené. Donc, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter nos compétences et les moyens pour améliorer le recyclage. Bonjour à tous. Donc, merci François pour cette première conclusion. Donc, je suis Valentin Fournel, directeur éco-conception chez Citeo. Je voulais vous remercier donc évidemment d'avoir pu participer. Je pense que ça montre l'engouement pour ce type de sujet. Le sujet de la recyclabilité, évidemment, c'est extrêmement important. On le voit, ça prend de l'ampleur. Vous avez parlé dans le chat des distributeurs, évidemment, de vos consommateurs, du coup aussi, de la réglementation également et des pouvoirs publics.
de manière générale. On est bien d'accord, je vais pas paraphraser ce qu'a dit Emmanuel Guichard, mais évidemment, la recyclabilité n'est pas le seul indicateur de la performance environnementale d'un emballage. C'est extrêmement important de l'avoir en tête et il faut mettre au regard de ces indicateurs-là les autres indicateurs, comme le poids de l'emballage par exemple, comme son impact évidemment sur tout le cycle de vie, sur différents indicateurs comme les émissions de CO2, l'utilisation en eau, etc. En revanche, c'est bien la mission du COTREP de venir éclairer justement sur cette question de la recyclabilité. Le COTREP qui avait commencé à 3, qui devient maintenant une histoire à 4, donc avec Ellipso, Citeo, Valorplast et le SRP, donc qu'on remercie de venir enrichir justement le COTREP avec cette expertise, cette vision, cette compétence régénérateur qui est extrêmement importante. J'aimerais peut-être revenir sur la question justement des plastiques. Aujourd'hui en France, si on regarde le taux de recyclage, on est à peu près en moyenne à 29% de taux de recyclage sur les plastiques. Ce qui évidemment n'est pas suffisant, mais ce qui cache aussi une réalité complètement différente, avec 61% de taux de recyclage pour ce qui vont être les bouteilles et les flacons, et puis 5% de recyclage pour tous les autres plastiques. Il y a évidemment un écart énorme, mais qui est tout à fait compréhensible, puisqu'on l'a dit. On ne triait jusqu'à récemment uniquement les bouteilles et les flacons en plastique dans le bac jaune. On est en cette phase d'extension des consignes de tri qui prend, oui, énormément beaucoup de temps, c'est vrai, mais parce que c'est des vraies logiques derrière de territoire, d'emploi, parce qu'on avait 220 centres de tri, par exemple, il y a de ça quelques années. On est aujourd'hui à 170 et on vise à être à 130 centres de tri à l'issue de l'extension des consignes de tri. On voit bien toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan à la fois territorial, des emplois, de qui fusionne quel centre de tri, de taille, de construction même de nouveaux centres de tri. Donc tout ça prend évidemment du temps. Et on devrait être normalement à 100%. Donc, on va sélectionner déjà tous les centres de tri qui vont passer en extension d'ici 2022. Et donc, ensuite, le temps que tous les projets se finissent d'ici normalement 2023, on devrait tendre vers ces 100% de centres de tri en extension des consignes de tri. Et donc, des communes, évidemment, parce que c'est pas que le centre de tri qui doit se moderniser, c'est aussi toute la collecte qui va s'adapter. Notre objectif à tous, c'est évidemment d'augmenter ces taux de recyclage. D'accord. Et donc, pour augmenter ce taux de recyclage, il faut bien évidemment augmenter cette collecte, mais également augmenter justement la recyclabilité des emballages. Et donc, on veut arriver à mettre sur le marché des emballages qui soient quasiment tous recyclables. Je pense que c'est vraiment notre ambition partagée. Ce qui veut bien dire qu'il va falloir définir à un moment donné cette question de recyclable. Et je pense qu'il est clé aujourd'hui, on l'a vu dans les discussions, c'est de bien comprendre que quand un emballage est recyclable, il faut qu'il le soit effectivement recyclé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dispositif qui permette à la fois de le collecter, de bien l'orienter dans les centres de tri et ensuite de bien le recycler. C'est extrêmement important pour être sûr qu'on ne vient pas en fait raconter un peu n'importe quoi aux consommateurs. En fait, je pense qu'il y a un vrai besoin de transparence à ce niveau-là. C'est exactement ce que doit faire le COTREP. C'est un comité technique qui vient justement tester cette recyclabilité des emballages en plastique pour donner des recommandations d'éco-conception. Ces recommandations, évidemment, elles se placent plutôt dans un contexte d'installation française, même si on va retrouver bien évidemment des similitudes entre ce qui se passe en France et en Europe. Pourquoi c'est important de se baser aussi sur ce qui se passe réellement en France, c'est qu'aujourd'hui, sur ce taux de recyclage des plastiques, 75% des plastiques recyclés le sont en France, le reste étant en Europe. Donc, évidemment que ça reste quand même la majorité aujourd'hui du recyclage des plastiques. Emmanuel Guichard l'a dit également, le COTREP n'est pas un organisme certificateur. On ne va pas venir certifier la recyclabilité de vos emballages. Ça n'apporte pas un tampon. C'est encore moins un tribunal. Mais en revanche, le COTREP va vous apporter justement cette connaissance et surtout la direction vers laquelle aller concernant l'éco-conception des emballages envers de leur bonne recyclabilité. La question de la représentativité européenne est clé. Évidemment, on travaille, on a des échanges extrêmement réguliers avec les acteurs qui ont déjà été cités pour essayer d'harmoniser ce qui peut l'être, donc toutes les recommandations qui peuvent l'être. En revanche, les dispositifs étant différents, dispositifs de collecte, de tri et même donc parfois de recyclage, on sait qu'on n'arrivera pas à court terme à 100% d'harmonisation des recommandations. Tant qu'on n'aura pas en fait des dispositifs qui seront eux-mêmes harmonisés à 100%, on aura du mal à avoir des recommandations exactement similaires à 100%. En revanche, bien évidemment, il faut tendre à cette harmonisation et que les différences qui vont rester soient tout à fait explicables et s'expliquent notamment par des mises en marché. Donc, il est clé aujourd'hui de se dire que quand on va évaluer la recyclabilité, je pense que ça a été mentionné par Valorplast et par Benoît notamment, il faut que ce soit fait sur en fait des tests.
C'est-à-dire que le dire d'expert est évidemment un élément qui est extrêmement intéressant, mais il faut aller plus loin et pouvoir tester les choses pour ne pas se baser que sur non plus du ressenti ou de l'expertise qui a pu être à un moment donné vrai dans un contexte donné, mais qui aurait pu changer, évoluer dans le temps. Et c'est pour cette raison que le COTREP s'est doté justement de cette nouvelle ligne de recyclage avec l'IPC pour venir tester justement la recyclabilité à l'échelle pilote des emballages souples. Évidemment, d'autres laboratoires nous permettent de le faire, ou d'autres lignes pilotes, pardon, nous permettent de le faire sur les autres types d'emballages plastiques rigides. C'est important de ne pas se baser uniquement sur effectivement des recommandations laboratoires, parce qu'on a vu par le passé, on a encore des exemples aujourd'hui qui montrent qu'il va y avoir des différences entre les résultats de ces tests-là. C'est pour ça qu'on croit vraiment à cette méthodologie, à cette manière de faire qui est celle du COTREP et qu'on est bien évidemment prêt à partager avec tous les pays européens ou au niveau européen plus largement. Donc on le sait, le recyclage c'est complexe, donc c'est pour ça que nos recommandations vont évoluer en 2021 pour être plus nuancées, plus précises. On va chez Citeo évidemment mettre à disposition cet outil TRI qui va vous permettre déjà de commencer à pouvoir évaluer les emballages selon cette méthodologie et selon les recommandations qui vont être émises par le COTREP. Donc c'est extrêmement important de suivre ça. Notre outil va être mis à jour normalement en janvier 2021, donc n'hésitez pas surtout à le tester, à nous en parler, à nous faire des retours, parce que c'est extrêmement important. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier tous, à remercier surtout tous les membres également du COTREP pour leurs interventions et pour tous ces échanges qui, à mon avis, étaient extrêmement intéressants et clés dans le contexte actuel. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère à très bientôt. Au revoir.